Mesdames, Messieurs, bienvenue. Il est 13 h tout de suite, les titres de ce journal. Le président de la République, Patrice Talon, prend part à la conférence ouest-africaine sur le développement durable et la dette soutenable. Les travaux démarrent ce mardi à Dakar. Cinquième édition des foulées anti-polio, un événement organisé par le club Rotary International Bénin en collaboration avec la Fédération béninoise d'athlétisme. Autre information à découvrir dans ce 13 h, session annuelle 2019 du médiateur. 28 administrations y sont invitées. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Conférence ouest-africaine sur le développement durable et la dette soutenable. Les travaux se tiennent à Dakar, au Sénégal. Ils permettront aux parties prenantes d'échanger sur leur contribution au développement durable et de proposer des solutions pour les aplanir. Au nombre des dirigeants attendus, le président Patrice Talon. Les travaux démarrent ce mardi, mais en prélude aux échanges, le chef de l'État béninois s'est exprimé hier devant ses pairs. On l'écoute. En ce qui concerne la mauvaise perception du risque, nous sommes malheureusement tributaires dans les emprunts que nous faisons sur le marché de la perception même des institutions de référence. Je voudrais m'adresser un peu à la directrice du Fonds monétaire international pour lui dire que nous faisons de l'exhortation pour une bonne perception de risque en Afrique, mais les institutions multilatérales ne nous aident pas dans ce domaine et font seulement des discours. Je vais donner un malheureux exemple, c'est celui de l'OCDE qui, sur une échelle de 0 à 7 dans la perception du risque, classe la plupart des pays de la sous-région africaine en degré 6, je crois. Il n'y a que tout récemment, en octobre, là, que le Sénégal a été un peu mieux classé et passé à 5. Mais le Sénégal est un pays qui connaît une stabilité politique depuis les indépendances, qui honore ses engagements. Et moi, je ne vois pas pourquoi, s'il faut reclasser les gens ces derniers temps, le Sénégal serait maintenu à 5. Le Bénin, je crois, le Togo, la Côte d'Ivoire sont assis sur l'échelle de risque par l'OCDE. Et cela engendre automatiquement une fixation des risques, de la prime de risque de 12 points. Le Bénin est allé sur le marché financier il n'y a pas longtemps, un eurobond. Nous avons fait quelque chose que nous avons trouvé extraordinaire. Nous sommes sortis à environ à 5%. Vous êtes capable d'emprunter. Si cette caricature et qui est renforcée par des institutions aussi importantes. Si ce n'était pas le cas, la France va sur le marché aux environs de 1%, nous pourrions être aussi à 5, pas à 6, pas à 7%. Aujourd'hui, le taux de l'argent sur le marché bancaire est négatif. L'argent est disponible en excès. Et nous sommes théoriquement en mesure de mobiliser cet argent à sa valeur réelle de loyer s'il n'y avait pas une si mauvaise perception du risque. Deuxièmement, cette perception engendre également un autre fait, c'est qu'on ne peut pas emprunter à long terme. Aujourd'hui, le maximum qu'on peut obtenir, c'est 10-12 ans, avec peut-être 3 ans différés de construction, et dans les meilleurs des cas, nous sortons à 15 ans. Comment vous voulez financer une centrale hydroélectrique avec un emprunt à 15 ans maximum? Vous ne pouvez pas financer les infrastructures de transport, de distribution d'énergie avec un crédit à 6 ou 7% à 15 ans. Le kilowattheure qui sera produit sera incompatible avec les exigences de compétitivité qu'exigent les industries. Vous voulez développer l'industrie en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina, au Niger, vous allez avoir un taux d'électricité qui est 2 fois celui qu'on a en Chine.
3 fois, même pas 2 fois, 3 fois le taux du kilowattheure en Asie. Et ça, une bonne partie, sinon l'essentiel de ce travail est à cette mauvaise perception qui fait qu'on ne peut pas avoir de crédit long, les taux sont élevés et les investisseurs privés, quand ils viennent investir dans nos régions, demandent un rendement de 40%, 30%, alors que dans le monde aujourd'hui, les rendements de l'argent en investissement sont de 8%. Quand on a 10% dans le monde, c'est le jackpot. En Afrique, on demande d'avoir 30%, 40% de rendement. Ce sont autant d'éléments qui font que nous avons du mal à nous endetter alors que l'argent existe et la dette est devenue le principal moyen parce que l'aide de développement n'existe plus. Tout Ouattara des crédits concessionnels. Mais le marché privé aujourd'hui est capable de faire du crédit concessionnel. Puisque nous pouvons avoir du crédit à 1%, nous pouvons avoir du crédit à 30 ans. Il n'y a que la partie don qui n'existe pas dans le crédit privé. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, nous avons le malheur de nous réveiller trop tard dans un monde où la plupart des pays ont fini de construire les infrastructures de survie. L'eau, l'électricité ne sont plus des questions qu'on se pose en Europe. Aujourd'hui, nous, boire de l'eau est quelque chose qui paraît mystérieux, sinon pas mystérieux, paraît magique, pour que toutes nos populations aient de l'eau potable. C'est le genre d'investissement que les autres ont eu à réaliser depuis le temps passé où le monde n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui confrontés à cela. Mais nous avons un autre avantage. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'argent existe en abondance et en excès. Il faudrait que les institutions de référence notamment n'aggravent pas la mauvaise perception du risque d'investissement dans la sous-région, tout au moins. Sinon, l'idéal serait qu'elles soient capables d'inventer de nouveaux instruments pour accompagner les besoins de financement auxquels nous sommes confrontés. Il y a également un autre aspect que je voudrais aborder rapidement, ce sont les critères de convergence. Nous avons adopté cela aussi au sein de l'UMOA, qu'il ne faut pas que le déficit public dépasse 3% du PIB, il ne faut pas que la dette cumulée dépasse 70% du total du PIB, mais en réalité, ces critères ne peuvent pas nous permettre de nous développer, ce n'est pas possible. Si la France estime que limiter ce grand pays à 3% de déficit par rapport au PIB est quelque chose qui ne fait pas la France, comment un tel taux de déficit peut nous permettre de nous développer, nous qui avons tout à construire. Donc, je voudrais prier le président Ouattara, qui est le président des 6 de l'UMOA, que les réflexions s'engagent au sein de notre institution pour réviser même ces critères de différence et avoir la bénédiction du FMI, la bénédiction de la Banque mondiale, pour que nous puissions aborder ces choses-là. Nous pouvons, chers amis, avoir un déficit public supérieur à 3% et avoir de la dette soutenable. Le président Macky Sall a parlé tout à l'heure de l'investissement possible en equity, en capital, pour une exploitation gazière ou pétrolière, et a dit, mais pour être au capital, pour ne pas se contenter que de la portion congrue des royalties. Mais si vous n'avez pas du cash pour prendre des investissements en capital, vous pouvez aller emprunter de l'argent pour un rendement de 20-30 points et payer 4% de taux de dette. Et vous gagnez de l'argent, cette dette est soutenable. Mais une telle dette, bien que soutenable, vous ne pouvez pas l'obtenir aujourd'hui parce que vous allez faire déraper le critère de convergence de 70% de votre PIB. Et aujourd'hui, moi j'ai constaté malheureusement, nous avons beaucoup de soutien avec le FMI, que le FMI refuse d'apprécier, d'examiner la qualité de la dette, c'est-à-dire la qualité de l'investissement que la dette veut financer. Parce qu'on peut faire un investissement qui est tellement rentable que ça génère de la richesse, des revenus sur le long terme. Alors, quand vous voulez mobiliser une telle dette et que ça génère un dérapage des critères de convergence, le FMI me dit non, moi je ne sais pas apprécier une qualité de dette. Je ne sais pas voir si une dette permet de gagner de l'argent sur 10, 20, 30, 40 ans et quel est le niveau de ressources que ça peut engendrer. Ça, c'est l'affaire de la Banque mondiale. Vous avez la Banque mondiale, elle vous dit, moi, mon rôle n'est pas d'apprécier la soutenabilité de la dette. Je ne sais pas, ce n'est pas dans mon rôle. Eh bien, du coup, nous sommes dans l'impasse.
celui qui a le pouvoir d'apprécier la soutenabilité de la dette, sa viabilité, dit ce genre de calcul de qualité, je ne sais pas le faire, ce n'est pas dans mon rôle. Celui qui sait le faire dit ce n'est pas mon rôle d'analyser la dette. Alors, nous sommes dans l'impasse, donc on nous empêche, même quand l'opportunité de financer un projet viable, intéressant, créateur de richesse existe, nous sommes bloqués. Ce sont des choses qui, aujourd'hui, exigent de nous tous, notamment des institutions, qu'il y ait une refonte de la réflexion et des modèles d'analyse, non seulement de la viabilité de la dette, de la soutenabilité, et également des critères de convergence. Je voudrais, prenant tout le monde à témoin, prier les institutions comme FEBI, comme l'OCDE, à évoluer un peu donc dans l'analyse de ces critères-là et nous permettre d'aller sur le marché privé pour nous développer. Merci. Le médiateur de la République organise durant 2 semaines sa session annuelle de 2019. Dans ce cadre, 28 administrations sont invitées à apporter des clarifications au médiateur dans plusieurs dossiers dont il a été saisi. Voici le point de Guillaume Avilleno. Le médiateur de la République en session annuelle pour 2 semaines à Porto Novo. Une session annuelle dont le top des travaux a été donné par le patron de l'institution en personne, Joseph Wessou Nyolonfou. Une session qu'on souhaite aussi satisfaisante et laborieuse que la précédente, celle de 2018. Sur les 26 administrations invitées pour éclairer la lanterne du médiateur dans 258 dossiers inscrits à l'ordre du jour de la session 2018, dont 250 ont pu être étudiés, 23 administrations ont répondu à l'institution. Pour 2019, les chiffres paraissent plus élevés. Elle connaîtra la participation de 28 administrations, dont 18 ministères, 3 préfectures et 7 mairies. Au total, 252 dossiers seront appelés pendant 2 semaines, du 2 au 13 décembre 2019. Du point de vue de la loi du 3 janvier 2014 instituant le médiateur de la République, l'institution est qualifiée d'un organe intercesseur gracieux entre l'administration et le citoyen avec une précision à l'article 8 de la dite loi. Le médiateur de la République reçoit les griefs des administrés relatifs au fonctionnement de l'administration centrale de l'État, des collectivités décentralisées, des établissements publics et les étudie afin d'y apporter des solutions équitables. Le médiateur de la République n'est donc pas un tribunal. 13 cadres de l'administration parlementaire ayant suivi avec succès une formation délocalisée de l'Université Senghor à Alexandrie en vue d'obtenir le master ont reçu leur parchemin. C'est le fruit du partenariat entre cette université et l'Assemblée nationale du Bénin. On reste avec Guillaume Avilleno. 13 étudiants de l'Université Senghor à Alexandrie en Égypte, des cadres de l'administration parlementaire, reçoivent officiellement leur parchemin. Des diplômes de master délivrés par l'institution à partir de son campus au Bénin qui a assuré la formation des impétrants en partenariat avec l'Université d'Abomey-Calavi et cela grâce à l'appui financier de l'Assemblée nationale du Bénin. Donc je voudrais tous vous féliciter. J'espère que vous serez à la hauteur de l'espérance que l'Assemblée a mis en vous pour accroître les capacités de l'Assemblée nationale à traiter tous les dossiers qu'elle gère au quotidien et j'imagine qu'ils sont très nombreux. Soyez aussi les ambassadeurs de l'Université Senghor. Je sais que les derniers mois ont été assez difficiles. La partie rédactionnelle, rédaction du mémoire, ça a été assez difficile. C'est des choses qui étaient peut-être un peu anciennes pour vous, d'être obligé comme ça de faire ce travail un petit peu scientifique de rédaction. Mais je vois que vous avez tous passé cette épreuve avec succès, donc je vous en félicite encore une fois. Cette formation délocalisée au Bénin de l'Université Senghor à Alexandrie a été rendue possible grâce au dynamisme de certains enseignants de l'Université d'Abomey-Calavi, dont le feu Géraud Amoussouga, à qui un hommage a été rendu
mais surtout à la volonté des administrations précédentes de l'Assemblée nationale, en l'occurrence celle de la 7e législature et de la législature en cours. Je voudrais remercier l'Université Senghor à Alexandrie d'avoir donné au Parlement béninois des cadres de haut niveau pour l'accomplissement de la tâche parlementaire ici. Je voudrais prendre acte de la disponibilité que votre porte-parole a exprimée tout à l'heure en invitant les uns les autres à tout faire pour mettre en œuvre les connaissances acquises. L'administration de la 8e législature de l'Assemblée nationale s'est engagée à poursuivre cette coopération avec l'Université Senghor à Alexandrie pour disposer de plus de ressources humaines compétentes. Je l'annonçais en titre, le club Rotary International Bénin, en collaboration avec la Fédération béninoise d'athlétisme, a organisé ce samedi la 5e édition des foulées anti-polio. L'événement s'est déroulé sous forme d'un semi-marathon à travers la ville de Cotonou, avec pour but la lutte contre la polio. Le point avec Robert Copin-Edor. End Polio Now. C'est le mot d'ordre de cette opération du Rotary Club International Bénin, dont l'un des objectifs est d'œuvrer pour le bien-être et la santé. Ce semi-marathon de 10 km est le moyen choisi pour sensibiliser la population béninoise sur la polio, une maladie virale qui peut entraîner la paralysie. Une compétition a donc mis aux prises les participants de cette course. En 29 minutes 28 secondes, Chris Benyanvi arrive à la tête du peloton. Je viens d'ici, mais je réside au Ghana. J'ai gagné cette compétition et je tiens à remercier mon Dieu de m'avoir aidé. C'était pas facile, mais je suis arrivé au bout. C'est bien organisé et j'encourage les initiateurs à répéter cet événement. Chez les dames, Benti Alassane s'impose en 34 minutes 51 secondes. Une nouvelle victoire après celle des foulées de la Pendjari et du marathon international de la paix. Après la course de la foulée de la Pendjari, j'ai été aussi en Côte d'Ivoire le 15 passé pour le marathon international de la paix en Côte d'Ivoire, 42 km que j'ai remporté. J'ai représenté mon pays là-bas et j'étais premier aux 42 km. Donc c'est après cette course que je suis venu à cette coulée du anti-polio. Ouais, je crois que ce n'est pas facile. Le finir marathon, une semaine après, est venu courir une course de 10 km. C'est si rapide que le marathon. C'est une course longue, donc tu as le temps de rattraper. Mais ici, il faut avoir une vitesse et une rapidité aussi. Cette compétition sert d'occasion pour les organisateurs engagés contre la polio. Et on a déjà éradiqué la polio jusqu'à 89,9%. Mais il y a de nouveaux cas qui se présentent dans les zones notamment en guerre, à côté au Nigeria, donc dans la zone nord où il y a Boko Haram qui sévit. On n'arrive pas toujours à vacciner tous les enfants. Donc il ne faut pas abandonner l'effort, il faut continuer à faire l'effort. Donc il faut continuer à sensibiliser toutes les populations pour qu'elles continuent à vacciner leurs enfants. L'un des meilleurs moyens de sensibiliser, c'est courir, puisque la maladie attaque d'abord les membres et ne peut donc courir que ceux qui ont des membres. Depuis il y a un mois, on travaille avec l'équipe de Rotary Club pour voir tous les aspects de l'innovation technique pratique. Donc au niveau technique, il n'y a pas de problème. Les dosages sont distribués, les jus sont aguerris et j'ai regardé un peu à l'arrivée comment le travail se fait. Il se fait de manière professionnelle et c'est le plus important. Outre l'œuvre sociale, cette collaboration entre le Rotary Club International Bénin et la Fédération béninoise d'athlétisme vient apporter un coup de main aux athlètes béninois en manque de compétition. Médailles, t-shirts, casquettes, casques et prix financiers ont été décernés aux plus méritants. Rendez-vous l'année prochaine pour la 6e édition des foulées anti-polio. Aujourd'hui, 3 décembre, la communauté internationale célèbre la journée des personnes handicapées. L'événement est célébré depuis 1981 et marque également l'anniversaire de l'adoption du programme d'action mondiale des Nations Unies pour les personnes handicapées. À cet effet, la ministre des Affaires sociales a délivré un message que je vous invite à suivre. Au Bénin, le nombre de personnes vivant avec un handicap est estimé à environ 1 500 000.
selon les résultats du recensement général de la population et de l'habitat de 2013. Les personnes handicapées sont souvent stigmatisées à tort. Elles continuent d'être confrontées à des obstacles et vivent au quotidien des scènes de discrimination et de rejet par rapport à leur participation au développement. Ces actes constituent une violation des droits de la personne humaine. Au regard de cette situation qui interpelle tous ceux qui sont épris de paix, de justice et d'égalité de chance pour tous, sans distinction aucune, le législateur béninois a élaboré plusieurs textes et ratifié des accords et conventions liés à la thématique du respect de la dignité humaine et du bien-être des personnes handicapées. Au nombre de ceux-ci, on peut citer la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif. Notre pays s'est doté également d'une politique nationale de protection et d'intégration des personnes handicapées et de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées promulguée le 29 septembre 2017 par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Certes, des résultats probants et encourageants ont été obtenus, mais des efforts doivent être davantage fournis pour mieux couvrir les besoins des personnes handicapées dans la perspective de l'atteinte des objectifs de développement durable numéro 10, intitulé « Inégalité réduite ». Le thème de cette 24e édition de la Journée internationale des personnes handicapées est intitulé « Promouvoir la participation des personnes handicapées et leur leadership, agir pour le programme de développement à l'horizon 2030 ». Ce thème, axé sur l'autonomisation des personnes handicapées et le développement inclusif, équitable et durable, est en harmonie avec le programme d'action du gouvernement 2016-2021 en son pilier 3, améliorer les conditions de vie des populations, et avec la mission du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Ce thème nous interpelle et nous exhorte à opérer des choix judicieux, à redoubler d'ardeur dans nos activités quotidiennes pour la prise en compte des droits des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie sociale, économique, professionnelle, culturelle et politique. Chaque Béninois est désormais appelé à contribuer au changement positif de regard à l'endroit de la personne humaine. J'en appelle au sens de responsabilité et à l'esprit patriotique de tous, afin que les familles, les communautés, les élus locaux, les responsables des services déconcentrés, tous les acteurs de protection des personnes handicapées puissent contribuer efficacement et durablement à la mise en place d'un environnement protecteur et épanouissant pour les personnes vivant avec un handicap. Les organisations communautaires font la différence. C'est le thème retenu cette année pour commémorer la 31e édition de la Journée mondiale du sida. Dans ce cadre, les populations de Djougou ont bénéficié d'une journée de sensibilisation sur les comportements à adopter pour éviter le mal. Voici le point. Dans le département de la Donga, la commune de Djougou se positionne comme une commune à grand risque par rapport au VIH-Sida. Nous célébrons aujourd'hui la 31e journée. Mais l'impression que j'ai, c'est que c'est une manifestation officielle. Et après cette manifestation, chacun rentre chez lui comme si de rien n'était. Et de cette façon, le VIH-Sida, qui prenait de recul dans nos villes, dans nos contrées, risque de reprendre surface. La file active dans la Donga est croissante et compte environ 2500 patients infectés par le VIH en 2019. Plusieurs raisons expliquent ce chiffre. Multipartenariat sexuel, rapport sexuel très précoce, ce qui explique donc une sexualité peu responsable. Fort taux de grossesse en milieu scolaire, ce qui explique donc des rapports sexuels forcément non protégés. Exode rural et surtout le trafic de nos filles qui passent et qui nous reviennent séropositives.
Malgré les efforts du gouvernement pour stabiliser la pandémie, beaucoup reste à faire. Les défis restent énormes et doivent être accentués sur la diminution des nouvelles infections, surtout chez les jeunes, les femmes et la prévention de la transmission mère-enfant, tout en levant les barrières socioculturelles d'accès à l'information de qualité et en promouvant l'intégration et la multisectorialité dans les interventions. Le thème de cette année interpelle les communautés à divers niveaux afin que les jeunes soient sensibilisés sur les bons comportements pour éviter le VIH-Sida. Les communautés sont engagées, les leaders d'opinion sont tous engagés pour que nous puissions parvenir à l'objectif commun, qu'est l'élimination de ces maladies prioritaires d'ici 2030. Et beaucoup de stratégies sont mises en œuvre au niveau du département. Et je tiens à rappeler que au niveau de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, le département de la Donga est deuxième sur le plan national. Pour cette journée, des agents ont été mobilisés pour permettre à la population qui le désire de faire gratuitement le dépistage. Remise de prix aux lauréats du concours Fresh Content Creator Challenge organisé par le réseau mobile MTN. Le jeu a mis en compétition plusieurs jeunes créateurs de vidéos. Le point avec René Arossi et Robert Copin-Idor. Je m'y attendais pas du tout. Il ne s'y attendait pas. Et pourtant, c'est lui, Yannick Sosoupe alias Madara du Sahel, qui décroche le premier prix du concours Fresh Content Creator Challenge. Danseur et comédien, Madara du Sahel a séduit le jury à travers sa démonstration Why Are You Running? Why are you running? Ouf de soulagement pour Madara du Sahel qui, à base d'une vidéo tournée avec un smartphone, remporte ce prix d'innovation. On allait annoncer la première place. Moi, j'étais carrément dans mon portable et j'entends mon nom, mais là, c'était le ouf quoi. J'étais le seul, j'étais seul sur ma vidéo. C'était vraiment ouf et je remercie beaucoup MTN pour ça. Parce qu'ils ont su voir le talent qui était en moi, le talent de danseur, de comédien et d'innovateur. Promouvoir les talents des jeunes créateurs de vidéos, tel est l'objectif du Fresh Content Creator Challenge. Nous sommes à la première édition de Fresh Content Creator, qui est juste une compétition de création de contenu. Comme nous l'avions promis au lancement de la plateforme MTN Fresh, en fait, on veut de manière dynamique intéresser tous les jeunes. Et comme vous le savez, les jeunes ils sont dans diverses activités. Donc aujourd'hui, en fait, on est en train d'intéresser d'une manière ou d'une autre les blogueurs, ceux-là qui créent du contenu, ceux-là qui créent des choses que nous regardons sur Internet. Et donc, en fait, avec MTN, on est en train de voir dans quelle perspective amener ces jeunes qui font des travaux talentueux à vivre de leur art. Cette cérémonie vient également lancer une nouvelle chaîne YouTube dénommée Buzz TV, sur laquelle on peut retrouver des vidéos divertissantes pour la jeunesse. Voilà, ce sera tout pour ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à bientôt.